Il arrive un moment où le silence en dit plus que la colère ne le pourra jamais. Pendant des années, David Hallyday est resté silencieux tandis que le monde déchirait l'histoire de sa famille. Le fils de la plus grande icône du rock français a vu l'héritage de son père devenir un titre de tribunal et une guerre publique. Il n'a pas crié, il n'a pas accusé, il a simplement attendu. Mais en 2025, à 59 ans, David a enfin parlé, et ses mots ont figé la nation. Ce qui n'était autrefois qu'une tragédie familiale était sur le point de devenir une affaire nationale. Né, dans l'ombre de deux légendes, David Michel Benjamin Smet est né le 14 août 1966 à Boulogne-Billancourt, juste à l'extérieur de Paris. Son destin était écrit avant même qu'il ne sache marcher. Son père, Johnny Hallyday, était le roi du rock'n'roll français, adulé et intouchable. Sa mère, Sylvie Vartan, était la pop star radieuse qui régnait sur les classements et les écrans de télévision. Ensemble, ils formaient le couple d'or de la France, un fantasme d'amour, de glamour et de rébellion qui captivait toute une génération. Et au centre de ce projecteur se tenait un petit garçon qui n'avait jamais demandé la célébrité. Lorsque Johnny et Sylvie divorcèrent en 1980, David n'avait que 6 ans. Ce qui suivit ne fut pas une enfance ordinaire, mais un exil entre deux mondes. Il passa une partie de sa vie à Paris, une autre à Los Angeles, une ville qui sentait la guitare et l'essence, où il étudia au lycée français et apprit à se cacher derrière la musique. Tandis que ses parents étaient en tournée, il trouva refuge dans le rythme des percussions et la solitude de la composition. La scène appartenait à Johnny Hallyday, mais le silence appartenait à David. À Los Angeles, il absorba la discipline du rock sans le chaos qui avait consumé son père. À la fin de son adolescence, il écrivait des chansons en anglais et rêvait d'être connu non pas comme le fils de Johnny Hallyday, mais comme lui-même. Ce désir devint réalité en 1988 lorsqu'il sortit son premier album, True Cool. L'album, fluide, mélodique et profondément personnel, était une déclaration d'indépendance. Il pouvait exister au-delà du nom familial. Le disque fut un succès immédiat en France et en Belgique, lui apportant la reconnaissance qu'il avait si longtemps évitée. 2 ans plus tard, arriva Rockin' Heart, preuve que le jeune homme possédait à la fois le feu de son père et la sensibilité de sa mère. Mais David était différent. Là où la musique de Johnny rugissait, celle de David murmurait. Là où Johnny vivait à toute vitesse, David cherchait le sens. Il écrivait ses propres textes, souvent sur la famille, la distance et le manque. Des thèmes qui révélaient combien il portait le poids émotionnel de la gloire de ses parents. Durant les années 1990, tandis que Johnny remplissait les stades, David construisit tranquillement une carrière marquée par l'honnêteté et la retenue. En 1999, son album « Un paradis, un enfer » lui valut une victoire de la musique, du meilleur album pop-rock, un moment qui sépara enfin l'homme du mythe. Pourtant, la célébrité n'effaça jamais la blessure invisible d'avoir grandi sous les projecteurs. Derrière ses yeux calmes se cachait un enfant qui avait passé des années à observer l'amour, la trahison et la séparation s'étaler à la une des magazines. Cette force tranquille devint son armure. Malgré le succès, David ne perdit jamais sa maîtrise de lui-même, même lorsque la vie de son père se déroulait comme un film dont il n'avait jamais voulu être l'acteur. Ce qu'il apprit durant ces années, ce n'était pas à courir après la lumière, mais à y survivre. Et avec le temps, cette leçon allait s'avérer essentielle, car la véritable tempête n'attendait qu'au-delà des applaudissements. Devenir son propre homme. Au début des années 1990, David Hallyday était devenu ce que peu avaient imaginé qu'il deviendrait. Un artiste qui tenait solidement sur ses propres jambes. Tandis que le monde continuait de le présenter comme le fils de Johnny, il construisait discrètement un répertoire musical qui ne ressemblait en rien à celui de son père. Il chantait la confiance brisée, le prix de la célébrité et le désir de mener une vie ordinaire.
Contrairement à Johnny, qui brûlait la nuit dans le bruit et la rébellion, David préférait le calme du studio, la logique de la mélodie et le rare silence que la gloire n'avait jamais permis à ses parents de connaître. En 1989, il épousa Estelle Lefébure, un mannequin français dont la grâce égalait son charisme tranquille. Ils furent l'un des couples les plus photographiés de France, beaux, jeunes et apparemment intouchables. Ensemble, ils eurent 2 filles, Ilona et Emma, cette dernière suivant plus tard les traces artistiques de son père en devenant actrice. Mais derrière le glamour, David cherchait encore l'équilibre. Il aimait profondément, mais craignait le même chaos qui avait détruit le mariage de ses parents. Après des années d'efforts, le couple se sépara à la fin des années 1990, le laissant à nouveau face à la solitude. Durant ces années, sa passion pour la musique devint une thérapie. Il composa des bandes originales, écrivit pour d'autres artistes et entra même dans le monde du sport automobile, participant aux 24 heures du Mans en 2003. Pour certains, cela ressemblait à une fuite. Pour lui, c'était la liberté. C'était un homme qui recherchait le contrôle dans une vie façonnée par tout ce qui échappait à son emprise. La célébrité, le sang et l'héritage. Puis vint un nouveau chapitre. Au début des années 2000, David rencontra Alexandra Pastor, héritière d'une des familles immobilières les plus riches de Monaco. Là où Estelle incarnait le glamour des projecteurs, Alexandra représentait la sérénité. Ils se marièrent en 2004 et accueillirent peu après un fils, Cameron. Entouré de luxe mais indifférent à l'exhiber, David choisit la discrétion. Leur maison dans le sud de la France devint son sanctuaire, un monde de musique, de famille et de discipline tranquille. Pendant que Johnny continuait à vivre comme un dieu du rock, se mariant encore et encore, David se concentra sur l'introspection. Les interviews de cette époque révélaient un homme à la fois fier et méfiant de son héritage. « Mon père vivait à toute vitesse », disait-il un jour. « Mais moi, j'ai besoin de silence pour me trouver. » Il ne se rebellait pas contre Johnny. Il apprenait à exister sans rivaliser avec lui. Chaque album sorti durant ces années, de Révélation à Un paradis, un enfer, contenait des fragments de réconciliation, des messages inavoués entre un père et un fils qui se disaient rarement ce qu'ils ressentaient vraiment. Au milieu des années 2010, David pensait avoir trouvé la paix. Ses parents vieillissaient, ses propres enfants étaient grands, et son mariage était stable. Il avait bâti une fortune personnelle d'environ 15 millions d'euros, indépendante de l'empire de son père. Il n'avait plus besoin du nom de famille pour exister. Mais le destin aime tester la paix. Et pour David Hallyday, l'épreuve arriva un matin froid de décembre 2017, quand le téléphone sonna depuis Marnès-la-Coquette. Johnny Hallyday n'était plus. Et avec lui, l'équilibre fragile de toute une famille allait s'effondrer. Le jour où la musique s'arrêta, la mort de Johnny et le testament qui ébranla la France. C'était le 5 décembre 2017, lorsque la France s'immobilisa. Johnny Hallyday, l'homme qui avait incarné la rébellion pendant 6 décennies, mourut à Marnès-la-Coquette, sa maison près de Paris, après une longue bataille contre un cancer du poumon. Il avait 74 ans. Pour des millions de personnes, ce fut comme perdre une part de l'identité nationale. L'homme qui avait tourné la jeunesse française vers le rock'n'roll n'était plus. Des foules se rassemblèrent en silence, des bougies furent allumées à travers Paris, et la nation pleura non seulement un artiste, mais un mythe. Mais pour sa famille, le deuil n'était que le début de quelque chose de bien plus sombre. Quelques semaines après les funérailles à l'église de la Madeleine et l'enterrement à Saint-Barthélemy, des fissures commencèrent à apparaître dans l'image parfaite de l'unité. En coulisses, des rumeurs sur le testament de Johnny commencèrent à circuler, des rumeurs qui très vite devinrent des gros titres. En février 2018, la fille de Johnny, Laura Smet,
publia une lettre ouverte bouleversante adressée à son père défunt. Elle y révélait qu'elle venait de découvrir qu'elle et son frère David avaient été entièrement exclus du testament de leur père. « J'ai appris, il y a quelques jours, écrivait-elle, que tu avais rédigé un testament nous déshéritant totalement, David et moi. Il est insupportable que je n'ai pas pu te dire adieu, papa. Le savais-tu seulement ?» Ces mots transpercèrent la France comme une lame. En quelques jours, les avocats confirmèrent ce que personne ne voulait croire. La succession de Johnny, estimée à près de 100 millions d'euros, avait été entièrement léguée à sa veuve, Laetitia Halliday, et à leurs 2 filles adoptives, Jade et Joy. Le testament, signé selon la loi californienne, ne laissait rien à David ni à Laura. Pour le public français, ce n'était pas seulement une question juridique, c'était une question morale. En France, les enfants ne peuvent être déshérités. La loi leur garantit une part de l'héritage parental. Mais aux États-Unis, où Johnny avait vécu pendant des années, il avait le droit de tout léguer à une seule personne. Cette révélation provoqua une tempête médiatique qui déchira la famille Halliday sous les yeux du monde entier. Laetitia rompit bientôt le silence, affirmant qu'elle n'avait jamais manipulé son mari. « On me vole mon deuil », confia-t-elle à Le Point. Johnny a pris ses propres décisions. David et Laura avaient déjà construit leur vie. Ces paroles, censées la défendre, ne firent qu'approfondir le fossé. Pour David, la blessure n'était pas une question d'argent, c'était une question de dignité. Apprendre par les journaux que le testament de son père l'effaçait complètement fut une humiliation qu'il n'oublia jamais. Pourtant, fidèle à sa nature, il ne s'emporta pas en public. « Ce n'est pas une question d'héritage », confia-t-il à des amis proches. « C'est une question de respect. » À Los Angeles, la famille qui s'était autrefois réunie autour du lit d'hôpital de Johnny ne communiquait plus que par avocat. Ce qui avait commencé comme un deuil se transforma en guerre froide faite d'interviews et d'accusations. Les fans prirent de parti, les médias parlèrent de « la guerre des clans ». Et au centre de tout cela se tenait David, calme, digne et silencieux. Un fils qui avait perdu non seulement son père, mais la dernière trace de paix que sa famille ait jamais connue. Une guerre écrite dans les tribunaux et le silence. Au début de l'année 2018, la salle d'audience devint la nouvelle scène du nom Halliday. Ce qui avait autrefois été des concerts, des applaudissements et des lumières se transforma en audience, déclaration et accusation. L'affaire était simple sur le plan juridique, mais insupportable sur le plan émotionnel. Le testament américain de Johnny, rédigé à Los Angeles, léguait tout. Maison, royalty, voiture, droit sur son nom, à Laetitia et à leurs 2 filles adoptives. En France, cela paraissait impensable. En mars, David et Laura déposèrent conjointement une plainte pour contester le testament selon la loi française, déclenchant l'une des querelles familiales les plus médiatisées de la France moderne. Laetitia se présenta comme la gardienne des volontés de Johnny, affirmant que son mari avait agi par amour, non par exclusion. Johnny croyait avoir déjà pourvu aux besoins de ses enfants aînés, déclara-t-elle aux journalistes. David est un artiste accompli, Laura est une actrice. Il n'avait pas besoin de sa protection. Mais pour les millions de Français qui avaient suivi la vie de Johnny pendant des décennies, ces paroles sonnèrent froidement. Comment un père pouvait-il effacer ses propres enfants de son héritage? Le public français prit parti. Les tabloïds transformèrent chaque détail en scandale. Derrière les gros titres, David Halliday resta silencieux, un homme élevé dans le chaos qui refusait de l'alimenter. En privé pourtant, son silence n'était pas la paix, c'était la douleur. Le testament avait fait bien plus que diviser l'argent. Il avait rouvert la plaie du divorce de ses parents, la solitude de l'enfance et le sentiment d'être un invité dans sa propre histoire familiale. Tout au long de 2018 et 2019,
Les avocats débattirent pour savoir si le centre de vie de Johnny se trouvait en France ou aux États-Unis, un détail qui déterminerait quelle loi s'appliquerait. Les enjeux étaient immenses, non seulement l'argent, mais aussi le droit moral de décider comment la mémoire de Johnny serait préservée. Les tribunaux français gelèrent les avoirs de Johnny de la villa de Marnès-la-Coquette à sa propriété de Saint-Barthélemy. Pendant des années, rien ne pouvait être vendu, rien ne pouvait bouger. Pendant ce temps, la famille se fractura irrémédiablement. Laura donna des interviews émouvantes, décrivant son chagrin. Laetitia accusa la presse de la crucifier et affirma « On m'attaque parce que je suis une femme ». David, le plus silencieux de tous, se retira de la vie publique. Il apparaissait rarement à la télévision et refusait de prononcer le nom de Laetitia. À ses amis, il confia que le conflit n'était pas une question de richesse, mais de vérité. En 2020, la lassitude remplaça la colère. La pandémie suspendit les audiences et même le deuil sembla figé dans le temps. Puis, en juillet 2020, un petit miracle se produisit. Les avocats de Laetitia annoncèrent un accord définitif avec les enfants de Johnny. Après 2 ans et demi de bataille, la guerre était enfin terminée, du moins sur le papier. Selon cet accord, Laetitia conservait les propriétés de Johnny, estimées entre 28 et 34 millions d'euros, mais héritait aussi de ses dettes fiscales massives, environ 30 millions d'euros. Laura aurait reçu 2,6 millions d'euros et les droits sur la chanson de son père, Laura. David, fidèle à sa nature, ne demanda rien de plus que la paix. S'exprimant sur RTL, il déclara simplement « Dieu merci, c'est fini. Tout cela appartient désormais au passé. Les gens ont des problèmes plus importants à affronter. » Il ne célébra pas, il n'accusa pas. Il était soulagé. Mais sous ce soulagement se cachait l'épuisement silencieux d'un homme qui avait passé des années à se battre pour une reconnaissance qu'un père disparu ne pouvait plus lui offrir. Les tribunaux lui avaient donné une conclusion, mais pas la guérison, entre distance et réconciliation. Après la longue tempête des tribunaux et des gros titres, les années suivantes apportèrent un calme fragile. David Hallyday se retira des projecteurs, se consacrant à la musique, à la famille et au silence. Tandis que d'autres exploitaient l'héritage de Johnny à travers des documentaires, des expositions et des projets de musée, David choisit de garder ses distances. « Je fais ma propre musique », déclara-t-il à RTL en 2022, « pas celle des tribunaux. » Pour lui, l'héritage n'était pas une affaire commerciale. C'était un fardeau qu'il avait appris à porter avec une dignité silencieuse. En 2024, l'impossible commença à changer. Après près de 7 années de ressentiment, Laetitia et David se remirent à communiquer, non plus comme des ennemis, mais comme 2 êtres liés par le même fantôme. Ils commencèrent à discuter des droits moraux de Johnny, ses autorisations légales qui régissaient l'usage de son image et de ses chansons. À la surprise générale, les échanges furent respectueux. Dans une interview accordée aux Parisiens en avril, David confirma « Nous faisons les choses dans les règles. C'est formidable que cela se passe ainsi. Nous communiquons sur les questions de droit pour que tout le monde soit d'accord. Il aurait été déplacé qu'elle refuse. » Ces mots étaient modestes, mais monumentaux, un signe que la querelle qui avait jadis déchiré la France en deux pouvait enfin se refermer. À la même période, Laetitia publia des photos célébrant le 20e anniversaire de sa fille Jade. Parmi les images de famille et d'amis, une photo stupéfia les fans. Un rare cliché où figurait David. C'était subtil, mais clair. La guerre froide était en train de fondre. Cet été-là, David sortit l'un de ses projets les plus personnels, Requiem pour un fou, un album entier réinterprétant les chansons de son père. Ce n'était pas une manœuvre commerciale, c'était un acte de clôture. Chaque note portait à la fois hommage et douleur, comme s'il s'adressait directement à Johnny à travers la mélodie plutôt que les mots. Les critiques le décrivirent comme son œuvre la plus intime, écrite,
avec amour mais sans illusion. Interrogé sur ses demi-sœurs, Jade et Joy, le ton de David s'adoucit davantage. Sur Focus Dimanche, sur RTL, en avril 2024, il déclara « Elles le savent, je l'ai suffisamment dit, ma porte est ouverte. Ce sont mes sœurs, je les aime. Lorsqu'elles seront mûres et prêtes, elles seront toujours les bienvenues. » Le message était simple. Le pardon restait possible, même si la distance demeurait. À la même période, Laetitia commença elle aussi à montrer de la chaleur. Sur les réseaux sociaux, elle partagea des hommages à Johnny qui incluaient David et Laura, rompant des années de silence. Elle écrivit à ses filles « La lumière de ton Père nous guide encore, et l'amour qu'il nous a donné nous unit, même à travers les tempêtes. » Pour la première fois depuis des années, il semblait que la famille Halliday respirait à nouveau. Pourtant, derrière chaque réconciliation subsiste une part indicible. David avait appris à pardonner à la vie, mais pas à la tromperie. Il était calme, mais pas guéri. Lorsqu'il promut « Requiem pour un fou en tournée », ses paroles restaient bienveillantes mais mesurées, comme si chaque phrase oscillait entre paix et retenue. Et cette retenue allait se briser, discrètement mais définitivement, en janvier 2025, lorsqu'il prononça une seule phrase qui fit tout ressurgir. La phrase qui rouvrit les vieilles blessures. Cela se passa le 10 janvier 2025. Après des années de retenue, alors que la réconciliation semblait à portée de main, David Halliday s'assit pour une interview exclusive avec Le Figaro Magazine. Il était calme, posé, presque apaisé. Les questions étaient simples, sur la musique, la mémoire et la famille. Mais vint celle qu'il avait évitée pendant près d'une décennie. Avait-il pardonné à Laetitia? David baissa les yeux un instant, puis parla doucement. « Je ne pardonnerai jamais à Laetitia. » 6 mots, sans colère, sans drame. Pourtant, en quelques secondes, tout se figea. Le lendemain matin, la France se réveilla avec des gros titres qui résonnaient comme le tonnerre. Internet s'enflamma, les fans se divisèrent et les réseaux sociaux brûlèrent de débats. Pour certains, il était amer. Pour d'autres, courageux, le dernier défenseur de la véritable mémoire de son père. Mais pour ceux qui le connaissaient, ce n'était pas de la vengeance. C'était une libération. En réalité, ce n'était pas un homme cherchant le conflit, mais un homme posant enfin des limites. Pour David, le pardon était devenu impossible, non par avidité, mais par trahison. La blessure remontait à ce jour de 2009 à Los Angeles, lorsque son père était plongé dans un coma artificiel après une opération ratée. En arrivant à l'hôpital, David fut stupéfait de voir des photographes postés devant la porte. Il affirma plus tard que c'était Laetitia qui avait laissé entrer les caméras, transformant la souffrance intime en spectacle. Ce jour-là, confia-t-il un jour à un ami, quelque chose s'est brisé en moi. 15 ans plus tard, la fracture ne s'était jamais refermée. La guerre juridique, le regard du public, le cirque médiatique sans fin, tout cela avait enseveli une vérité simple. Un fils avait perdu son père 2 fois. D'abord par la mort, puis à travers l'histoire que d'autres racontaient à sa place. Dans Le Figaro, David n'en dit pas plus, mais le sens était clair. Pardonner, pour lui, aurait signifié effacer la douleur, prétendre que les années de silence et d'humiliation n'avaient jamais existé. Et il refusa de le faire. Après l'interview, David fut photographié quittant les studios de RTL à Paris, le visage calme, sa femme Alexandra Pastor marchant silencieusement à ses côtés. Les journalistes crièrent des questions. Il ne répondit pas. Ce silence, le même qui l'accompagnait depuis l'enfance, était redevenu son bouclier. Ceux qui le connaissent décrivirent ce moment non comme un accès de colère, mais comme une délivrance. Il a dit ce qu'il devait dire, confia un ami à Paris Match. Pas pour se venger, mais pour être en paix. Ce soir-là, la télévision française diffusa un débat spécial intitulé
La famille Hallyday peut-elle un jour se pardonner? D'anciennes images montraient Johnny, Sylvie et le jeune David sur scène, un temps où tout semblait simple, où la famille signifiait encore harmonie et non avocat. En fond sonore, une composition de David, « Tu ne m'as pas laissé le temps », résonnait doucement. Les paroles, écrites des années plus tôt, paraissaient aujourd'hui prophétiques. Nos vies s'écrivent dans le même sang. Alors que le débat faisait rage en ligne, David restait silencieux dans sa maison du sud de la France. Des amis racontèrent qu'il passa la soirée à son piano, travaillant sur un nouvel album. Ceux qui en ont entendu quelques morceaux disent que c'est son œuvre la plus personnelle à ce jour, des chansons sur l'amour, la perte et l'impossibilité d'oublier. Il ne cherche plus ni vengeance ni compréhension. Ce qu'il cherche désormais, c'est la vérité. Non celle écrite dans les tabloïds ou les testaments, mais celle de la mémoire. Pour David Hallyday, le pardon n'est pas un devoir moral, c'est un choix qu'il n'est pas prêt à faire, car parfois, ne pas pardonner ce n'est pas haïr, c'est survivre. Pour certains, le temps guérit toutes les blessures, mais pour d'autres, il apprend seulement à vivre avec. David Hallyday n'a jamais cherché la guerre, et il n'a jamais voulu être un symbole. Il voulait simplement la paix, une paix que son père n'a jamais trouvée et que sa famille n'a jamais su protéger. Ces mots en 2025 n'étaient pas une déclaration de haine, mais une confession de douleur, celle qui ne s'efface jamais, peu importe les années. Et vous, qu'en pensez-vous? David a-t-il eu raison de parler enfin après tout ce temps, ou le pardon aurait-il dû être son dernier acte d'amour? Partagez vos pensées dans les commentaires et n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour d'autres histoires vraies sur les plus grands drames familiaux du monde.